Une production Binge Audio, évidemment. Le serment d'Augusta, vous le savez si vous suivez régulièrement ce podcast, c'est notre rendez-vous avec l'autrice Olympe de Gers et le professeur Emmanuel Flamand-Rose, neurologue à la Pitié-Salpêtrière. Dans cette série, on explore les bouleversements et les questionnements qui traversent le monde du soin. Et dans cet épisode, réalisé par Paul Berthiaud, on s'intéresse aux violences sexistes et sexuelles à l'hôpital. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Ça s'est passé quand j'étais en 4e année de médecine. C'était lors de mes premiers stages dans l'hôpital. On était en train de préparer un patient après l'opération pour l'amener à la salle de réveil. Beaucoup rigolent quand il y a ces blagues sexistes dans l'espace hospitalier. C'était compliqué pour moi de réagir et les quelques femmes présentes, elles riaient avec eux et elles disaient rien de particulier. Des bizutages odieux, mais des choses beaucoup plus graves, je suis dans l'incapacité de les dire. Dans le sillage du mouvement qui secoue le monde de la santé depuis le mois d'avril, nous avons voulu consacrer un épisode spécial à MeToo Hôpital. Cet épisode 11 est différent de ceux que nous vous proposons habituellement. C'est un épisode choral, puissant, mais parfois difficile à écouter. Ces dernières semaines, nous avons recueilli les témoignages de dizaines de femmes, mais aussi d'hommes, victimes ou témoins de violences sexistes et sexuelles à l'hôpital. Et nous avons voulu laisser un espace de parole radical à ces personnes qui font et qui soutiennent le mouvement, qu'elles soient soignantes, aides-soignantes, étudiantes, journalistes ou encore figures emblématiques du MeToo Hôpital. Grâce à leurs paroles, on s'interpelle sur notre capacité et notre responsabilité à agir, nous aussi, face aux violences et pour venir en aide aux victimes. Lorsqu'on est face à une situation de violence, comment réagir ? Comment apporter notre soutien aux victimes ? Lorsque l'on s'inscrit dans un système sexiste, un peu fermé sur lui-même comme celui de l'hôpital, comment peut-on être sûr que l'on n'a jamais fait violence ? Pour ma part, je n'en suis pas sûr. Cet épisode propose de se questionner et de changer de paradigme. Nous allons nous attarder sur la prise de parole de Karine Lacombe, ce qui est devenu l'affaire Patrick Pelloux, car ce cas nous paraît emblématique des mécanismes des violences sexistes et sexuelles à l'hôpital. Nous avons proposé à Patrick Pelloux d'échanger avec nous, mais il a décliné notre invitation. J'espère que cet épisode aura un impact fort et concret sur le monde hospitalier. Écoutez-le quand vous vous sentirez prêt et prête, et partagez-le largement. Bonne écoute. Épisode 11. Moi aussi, j'agirai contre les violences. Ça s'est passé quand j'étais en 4e année de médecine. J'étais en stage en orthopédie. Lors de mes premiers stages dans l'hôpital, on nous avait déjà prévenu que le moniteur de stage était, entre guillemets, un sacré personnage. Chaque bloc opératoire, moi je faisais vraiment la plante pendant 4 heures. C'est un mec qui, je pense, avait 3 fois mon âge. Et il passait son temps à me demander c'était quoi ma vie intime. Et puis entre chaque patient, c'était les mêmes questions. Et alors, c'est quoi tes positions préférées ? C'était comme préférence sexuelle. Et combien de fois vous le faites par semaine ? C'était quoi le type de mec, le type de nana avec qui je sortais, tout ça. Et ça. Je suis externe, je suis en 4e année de médecine. C'était mon premier stage dans un service de chirurgie. Ce service à l'hôpital, il est réputé pour être sexiste. En fait, on m'avait raconté un petit peu l'ambiance. Je m'étais dit, je vais essayer de m'accoutumer à ça. Je vais pas aller contre ça, parce que ça risque de me porter préjudice. Par exemple, j'avais des lunettes, et donc il a changé mon prénom, parce qu'apparemment ça lui faisait penser à une secrétaire porno. Un chirurgien qui matait toutes les femmes. Moi, mon surnom, c'était... j'avais une bouche à pipe. Donc on m'appelait bouche à pipe. Pendant qu'on recoue le patient, je sais plus pourquoi, j'arrive plus à couper les fils avec le ciseau. Et du coup, il se moque un peu de moi. Il me dit, mais de toute façon, si tu veux avoir 18/20, tu sais ce qu'il faut faire, t'as qu'à passer dans mon bureau.
Là, l'interne lui répond quelque chose que j'ai pas entendu. Et le chef a réagi à ça, il a fait « Ah oui, donc toi, tu veux vraiment te faire sucer, en fait ?» Et j'étais choquée, la bouche ouverte, j'ai pas su quoi répondre. J'étais infirmière en salle de réveil dans un petit hôpital périphérique en 2017, peut-être en 2018, je pense. Et là-bas, le chef de chirurgie, c'est un mec qui a une grande gueule, mais c'est surtout le père d'une amie à moi, qui était également infirmière à l'époque. Et un jour, j'étais en train de préparer un médicament. Et il s'approche de moi et il me dit... On m'a dit que c'était ton anniversaire hier. Je fais pas attention, je termine de préparer mon truc. Et donc il m'embrasse dans la nuque et il me dit j'espère que ça te fait mouiller ta culotte. À ce moment-là, je réagis pas. Je réagis pas parce qu'en fait je me dis c'est gros quoi. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Il est complètement débile. Moi, j'avais énormément du mal à mettre des limites, à l'envoyer bouler, donc j'essayais toujours de rester polie, de pas du tout rentrer dans son jeu, mais en fait, tout le monde était complice, les internes, les assistants, les infirmières, en fait, tout le monde trouvait ça très rigolo, ce côté un peu esprit carabin, alors que c'était du harcèlement sexuel, quoi. Et donc, j'en ai parlé plus tard avec d'autres externes. Il y en a une, dès qu'il a commencé à faire une phrase un peu de ce style, elle a tout de suite dit non, par contre, ça me plaît pas. Et il l'a viré du bloc. Donc voilà. En 3e année de médecine, une fois par semaine, on va au bloc opératoire. On regarde le chirurgien opérer et qui nous explique, pendant qu'il est en train d'opérer le patient, que en fait, il nous demande pourquoi les femmes ont plus de graisse que les hommes. On pensait peut-être qu'il y avait une réponse médicale. Puis là, il nous regarde, il nous fait « Parce que les femmes, c'est fait pour s'occuper des enfants et être à la cuisine. » Et là, une des personnes les plus importantes de l'opération te dit « Mais toi, en tant que femme, t'as pas ta place ici, en fait. » La salle de garde, c'est une sorte de cantine, quoi. Mais au moins la première année, je n'ai pas mangé de banane, alors que j'aime beaucoup ça, parce que à chaque fois, je me prenais des remarques quand je mangeais une banane, quoi. Mais il faut respecter des traditions. Par exemple, il faut pas parler de boulot. Et puis surtout, si tu respectes pas les règles. Tu tournes la roue et la roue, c'est que des trucs sexuels. Et les gages, c'est notamment de mimer des positions du Kama Sutra. Donc, t'es quand même à midi, tu vois, t'as fait la visite du matin, ça se trouve, il y a des gens qui sont morts le matin, enfin, bon, bref. Et la première fois que ça m'est arrivé, moi j'ai dit l'autre fois je suis allée à Landerneau, enfin j'en sais rien. Et donc le mec en face de moi a dit monsieur l'économe, elle a dit foi, donc tu vas tourner la roue et puis. Et l'économe, il bloquait évidemment la roue juste sur l'endroit qui l'intéressait. Donc c'était mimer une position du Kama Sutra, quoi. J'avais vraiment l'impression de me faire violer devant tout le monde. Je suis Karine Lacombe, professeure de médecine à Sorbonne Université. Je dirige un service de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Antoine. Je me rappelle dans le service des urgences, certains urgentistes, et dont un en particulier, pouvaient arriver dans la pièce et nous, on était de dos, penchés sur notre planche à écrire nos observations, et ils se collaient contre nous, se frottaient, nous mettaient les mains sur les seins en disant alors, les poulettes, comment ça va aujourd'hui? Putain, vous êtes excitantes en blouse. Et beaucoup d'entre nous étaient évidemment gênés. Alors évidemment, on rigolait, on lui disait arrête tes conneries, etc. Mais en fait, c'est déjà quand même une effraction de ton espace vital qu'un homme se colle contre toi et te tripote sans avoir ton autorisation. Là, on voit bien qu'on n'était pas du tout dans le consentement, mais qu'on on subissait. Ça, je l'ai dit au mec. Tu te rends pas compte, vous savez absolument pas dans quel état d'esprit est la fille et tout ça. Et moi, j'ai eu l'impression de me faire violer et tout. Et alors, on me disait, mais qu'est-ce que t'es rabat-joie. J'avais du mal à dire non et à repousser et à poser des limites parce que il me semblait que ça faisait partie de ce qu'on devait vivre quand on était à l'hôpital. Et j'avais aussi peur de passer pour quelqu'un de coincé, la nana qui connaît rien à la sexualité. Et donc, je me suis laissée faire. On était en train de préparer un patient après l'opération pour l'amener à la salle de réveil. J'étais avec un infirmier. Il me demande donc mes origines.
Et puis je lui explique une de mes origines, c'est un pays d'Europe de l'Est. Et là, il me dit mais tu savais que les femmes qui viennent de ce pays-là sont connues pour être les meilleures du monde au lit. Le mec qui m'a fait faire le Kama Sutra la première fois, je l'ai revu 12 ans, je pense, après. J'ai à nouveau insisté sur le malaise que j'avais ressenti et là il m'a vraiment dit mais c'est bon, passe à autre chose et tout. Et en fait non, je passerai pas à autre chose tant qu'on n'entendra pas ce que moi j'ai pu ressentir à ce moment-là. C'est pas juste le chirurgien qui abuse de son pouvoir. La culture, elle imbibe tellement tout le monde au sein de cet environnement que tout le monde se permet de dépasser des limites. C'était vraiment, je trouve, un effet ruissellement où parce que le chef est dans une position de harcèlement verbal itérative et super lourd à mon encontre, tout le monde un peu pouvait le faire. Du coup, je finissais par reprendre toutes les gardes de mes potes pour être la nuit à l'hôpital quand lui travaillait pas et être en repos de garde le lendemain. Ça m'a un peu bousillé ma santé physique parce que voilà, j'étais 3 gardes dans la semaine. En fait, tu peux pas tenir comme ça quand t'es les révisions. Je m'en suis beaucoup voulu de pas avoir su réagir autrement qu'en étant poli et dans la fuite. Bon, j'ai fait un burn-out. J'ai fini par poser l'année de césure. Lorsque je suis rentrée l'année de césure, j'avais toujours un doute sur si c'était du harcèlement ou de l'esprit carabin. Et ce doute, il a persisté longtemps, notamment parce que là, tout le monde était complice et que mes collègues me disaient, nous, il y a pas de souci, on l'envoie bouler, il s'arrête. En gros, apprends à dire non, puis voilà. En médecine, on parle de cul pour soulager notre stress par rapport à la mort, tout ça, et c'est ok. Alors qu'en fait, cet esprit carabin, je trouve que c'est juste un outil de domination qui permet d'écraser des petites externes comme moi. Donc voilà, j'en veux beaucoup à l'esprit carabin. J'étais très jeune étudiante, je crois que je devais être en 4e année de médecine et puis j'étais jamais allée au bloc et en fait il y a eu un patient à opérer, donc évidemment j'ai suivi le médecin senior et l'interne qui allaient au bloc, qui m'ont fait croire qu'il n'y avait pas de vestiaire pour les femmes au bloc opératoire et donc ils m'ont obligée à me déshabiller devant eux dans la même pièce alors qu'il y avait évidemment des vestiaires pour femmes à côté, mais en fait à 21h de garde, quand on n'y est jamais allé, en fait on sait pas et puis surtout en fait on fait ce qu'on nous dit quoi. Je m'appelle Elisabeth Chavot, je suis infirmière depuis 36 ans. J'ai débuté ma carrière à l'hôpital public. J'ai fait ASH pendant mes études. J'ai commencé par le nettoyage de l'internat. Je laisse imaginer comment était l'état de l'internat entre les petits Suisses au plafond, les posters de femmes nues partout. C'était assez compliqué pour moi qui avait tout juste 18 ans. À cette époque, les tuniques n'existaient pas et nous étions en blouse avec interdiction d'avoir des t-shirts sous les blouses. Donc le ménage, il fallait ruser. Moi, j'essayais de le faire vers 10-11 heures parce que j'étais sûre que les internes étaient à cette époque-là dans les services en visite pour éviter d'avoir quelqu'un qui nous collait derrière ou qui nous bloquait contre un mur. Je m'appelle Agnès Buzyn, je suis professeure d'université praticien hospitalier à Paris-Cité. J'ai eu à vivre à l'hôpital public des situations de sexisme ordinaire qui m'ont beaucoup appris sur le fait qu'on était assez seul dans cette situation à l'époque. J'ai vécu, dès le moment où j'ai été nommée PUPH, une période de harcèlement moral très importante dans mon service. Les hommes ne supportaient pas que j'ai pris du galon par rapport à eux. Dans cette période de harcèlement qui a duré 3-4 ans, j'avais été voir le président de la commission médicale d'établissement. J'étais venue lui demander de l'aide. Quand je suis sortie de son bureau en larmes, il aurait dit qu'il m'imaginait avec un fouet et des bottes. Et j'ai compris que je n'aurais aucune aide du président de la CME, que visiblement je ne comptais pas comme médecin, professeur d'université, spécialiste de la greffe de moelle, mais que dans son esprit je n'étais qu'un fantasme ambulant. La pire situation que j'ai vécue, c'est avec le chef de service d'éthique
de Necker à l'époque. J'avais un cas d'un jeune patient qui posait des problèmes éthiques majeurs et avec une prise en charge très difficile. On avait vraiment des décisions difficiles à prendre. Et donc je suis venue avec le dossier de ce jeune malade. J'étais jeune chef de clinique à l'époque et ce chef de service du service d'éthique de Necker m'a harcelée en disant « Venez vous asseoir sur mes genoux, restez ». Et j'ai été obligée de m'enfuir et j'ai été horriblement choquée que venant avec un dossier dramatique, je me sois vue réduite à une jeune chef de clinique qui lui plaisait. Je ne suis plus jamais retournée voir le service d'éthique de l'hôpital pendant les 15 ou 20 ans que j'ai passé à l'hôpital Necker. Et donc ça m'a rendu la tâche assez compliquée au point que j'ai décidé au bout de 4 ans de quitter l'hôpital public et j'ai changé de carrière. J'ai pris la présidence et la direction d'organismes publics et d'institutions publiques et j'ai découvert qu'en fait le management existait, que les règles existaient et que l'hôpital avait totalement échappé aux règles élémentaires qui s'appliquent à toute entreprise privée ou administration publique. Et j'ai compris que l'hôpital public devait vraiment s'inscrire dans une transformation profonde de ses pratiques, à la fois managériale et à la fois en culture de misogynie et de sexisme. Je m'appelle Adi, je suis psychiatre. Je voudrais apporter mon témoignage sur un stage que j'ai fait quand j'étais interne, durant lequel j'ai senti une forme de malaise. Au niveau des collègues, c'était une forme de management très, on va dire, patriarcal, autoritaire. Dès qu'on arrivait 1 ou 2 minutes en retard à la réunion, on se faisait engueuler. Et à côté, il y avait pas mal de petites blagues sexistes, des commentaires sexistes, de la séduction avec les étudiantes, beaucoup d'histoires aussi de chefs sortis avec des étudiantes. Cette autorité, je la voyais aussi, moi, avec les patients. C'est-à-dire une expression qu'ils utilisaient beaucoup, c'est « elle est dans le contrôle ». Comme si, finalement, une patiente qui s'oppose à ce qu'on lui dit, qui n'est pas d'accord, ça révélerait une forme de problème chez elle, quoi. Là où, moi, je pense que cette expression, ce que ça révélait, c'était plus leur tendance, eux, à être beaucoup dans le contrôle et pas supporter que les patients ne s'y plient pas. Ce qui était gênant aussi, c'est qu'ils l'utilisaient principalement pour des femmes. Pour les hommes, c'était pas beaucoup utilisé. Moi, je pense par exemple à un homme qui était hospitalisé pour un état dépressif sévère et chez lui, ça se manifestait par beaucoup d'agitation, d'irritabilité, d'hostilité. Il n'était pas du tout d'accord avec ce qu'on lui proposait. Et pour le coup, lui n'a pas eu droit à cette expression-là et c'est un autre cliché qui est ressorti. C'était genre la dépression du Corse. Voilà. Mon chef, quand il me racontait un peu ses histoires à lui, de quand il était étudiant, il m'avait pris comme exemple un chef qu'il avait suivi en consultation, un grand chef, un professeur de psychiatrie, qui, lors d'une consultation, avait en face de lui une patiente qui en fait ne voulait pas du médicament. Et à ce moment-là, il a haussé la voix, il a tapé du poing sur la table, il lui a balancé l'ordonnance en lui disant allez-y, faites-la votre ordonnance. Mon chef en parlait de façon un peu admirative, quoi, genre en se reconnaissant dans cette manière de faire, dans cette manière de soigner. Je me demande quand même dans quelle mesure il n'y a pas un lien entre l'atmosphère un peu sexiste dans les organisations de travail, dans les rapports humains en général, et dans le soin. J'avais 19 ans. À ce moment-là, moi j'étais en stage en bloc opératoire. Et ce jour-là, on faisait une opération de neurochirurgie sur une jeune fille de 13 ans. Médecins et anesthésistes, c'était tous des hommes. Cette patiente, particulièrement, ça avait été très compliqué de l'endormir. Elle avait fait une très très grosse crise d'angoisse, elle était très paniquée, elle pleurait. Une fois qu'elle a été endormie, elle s'est retrouvée nue, intégralement, sur la table d'opération. Et elle n'avait pas un corps dans la norme sociétale. Et en fait, de là, les réactions ont fusé. Ils y allaient tous de bon cœur, ils rigolaient à mort. Là, je cite, on devrait proposer une liposuction en même temps que l'opération, puis une épilation intégrale aussi. Moi, si ma femme rentre comme ça à la maison, là, il faisait référence à son pubis, c'est même pas la peine. L'infirmier anesthésiste, il est venu, je pense qu'il a vu que je riais pas trop, même pas du tout. Il est venu me dire à moi particulièrement, il m'a dit « T'as déjà été en Amazonie ?» toujours faisant référence à sa pilosité. Voyant que je réagis pas, il m'a refait la blague. Moi, je lui ai répondu, j'avais entendu la première fois, mais juste, moi, je trouve pas ça drôle. Et il m'a dit que j'étais rabat-joie. L'anesthésiste, en fait, il a même refusé de poser la sonde urinaire. Il voulait pas, entre guillemets, toucher à ça. En sachant que la pose de sonde urinaire, elle est obligatoire pour les enfants, même si là, l'opération concernait son cerveau, c'est obligatoire. Mais par contre, refuser un acte médical, c'est illégal. C'est une infirmière qui a posé la sonde. Et voilà, j'ai été profondément choquée de cette scène. C'était compliqué pour moi de réagir et les quelques femmes présentes, elles riaient avec eux et elles disaient rien de particulier.
Et je me souviens m'être mise à sa place, quoi, de me dire si un jour j'ai à subir une opération, qu'est-ce qu'il dirait de moi, qu'est-ce qu'il dirait de mon corps. Et puis c'est comme fou que des hommes de 40, 50 balais ils commentent le corps d'une adolescente de 13 ans. Je me souviens avoir énormément pleuré et être toujours autant en colère aujourd'hui d'avoir vu cette scène. En plus de tout ça, aujourd'hui on ne sait pas quand les personnes sont endormies ou inconscientes. On ne sait pas ce que le corps humain entend, ce que le subconscient peut percevoir. Et ça se trouve il y a une partie d'elle qui a pu entendre ces choses-là horribles et c'était vraiment très horrible. Là, au bloc opératoire, j'ai vu des trucs horribles. Une femme enceinte avec des gros seins, s'amuser à taper sur les tétons, à dire « regarde la grosse vache ». Enfin, franchement, des obscénités au niveau des femmes. J'ai vu aussi des JVG. On laissait longtemps le spécusum avec des va-et-vient pour dire « t'as su te faire engrosser, t'assumes pas, voilà ce que je vais te faire ». Voilà. Et évidemment, on me faisait bien comprendre que tout ce qui se passait au bloc restait au bloc. Quand on fait passer les patients des tables d'intervention sur les lits, on met un genre de roller sous eux. Moi, je suis côté réception du patient, donc je monte un peu sur le lit. Et lui arrive et il me donne un coup de hanche dans les fesses, en fait, en mode levrette. Hein. Et donc me fait tomber sur le lit devant tous mes collègues qui sont en train d'aider au transfert du patient. Et là, ma collègue de réveil, qui est un peu plus âgée que moi, le regarde et lui dit en fait, c'est complètement gênant ce qui vient de se passer. Il rigole, il dit mais c'est une blague. Le collègue qui est un autre homme qui était à la tête du patient en train de lui tenir la tête, lui dit non, c'était déplacé, en fait, c'était gênant. En fait, c'était gênant pour moi, mais ça m'a confortée de me dire que c'était pas que dans ma tête, c'était pas que moi qui inventais, entre guillemets, quelque chose ou... Je m'appelle Henri Coudane et j'ai eu une carrière hospitalo-universitaire, c'était en chirurgie orthopédique adulte et j'ai aussi été doyen de la faculté de médecine et maïeutique de Nancy. Donc je vous disais, moi je fais partie de l'ancienne génération et il est certain que dans ma discipline, donc en chirurgie orthopédique et traumatologique, il y avait ce que l'on appelait à l'époque des bons mots qui étaient effectués. Je dois l'avouer aussi dans l'ensemble de mon service. C'était classique quand on mettait par exemple une prothèse de genou pour impacter la pièce fémorale. Il faut taper avec un marteau, en fait on appelle ça une masse d'ailleurs, et le chirurgien disait bon voilà, je suis dans l'axe, maintenant on va pouvoir pénétrer, allez-y, frappez, 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 frappez encore, ça vient, ça y est, c'est bon, oui, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois. Alors l'exemple que je viens de vous donner de la mise en place d'une prothèse de genou, je dois dire que je suis tombé dans ce travers et à un moment il y a une instrumentiste qui m'a dit écoutez monsieur Coudane, si vous continuez je quitte la salle. Donc évidemment j'ai arrêté. Ça s'est passé il y a 30 ans maintenant. Hein. Mais le fait que cette instrumentiste, qui était par ailleurs une excellente instrumentiste, me dise « Monsieur Coudane, si vous continuez, je quitte la salle », je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Peu de gens s'expriment, beaucoup rigolent quand il y a ces blagues sexistes dans l'espace hospitalier. Agnès Buzyn. On aurait besoin de temps en temps que des paroles, notamment masculines, nous viennent en aide. Le problème du sexisme à l'hôpital ne peut pas être que des femmes qui parlent aux femmes ou qui s'en plaignent entre femmes. Je pense que c'est un problème plus large et que des hommes qui ont des filles ou des sœurs n'aimeraient pas que leurs filles ou leurs sœurs soient traitées pareil et devraient avoir le courage d'arrêter ceux qui se comportent mal dans ces situations. Je pense que il y a quand même une corrélation entre le pouvoir qu'ont ces médecins dans leur salle d'opération et le comportement qu'ils ont vis-à-vis de certaines personnes. J'avais un collègue infirmier, il était homosexuel. Les chirurgiens s'en sont donnés cœur joie, je dirais. J'avais jamais entendu autant de remarques homophobes quand je travaillais avec lui. Le pauvre, je pense qu'il en prenait toute la journée et je m'en veux de ne pas l'avoir plus soutenu aussi dans ce moment-là. J'étais jeune diplômé, c'était pas évident pour moi de me positionner en tant qu'égal vis-à-vis de mes collègues. Absolument jamais personne n'est intervenu, en tout cas dans mon cas, pour prendre ma défense.
Et donc c'était un service dans lequel il y avait ce qu'on appelle un staff tous les matins. Il y en était, je sais pas, peut-être une douzaine, une quinzaine de personnes à se retrouver le matin et à faire les transmissions de la nuit. Et donc ce chef de service avait pour habitude, donc tous les matins, de demander à une étudiante, que ça soit externe, interne, externe en pharmacie, peu importe en fait qui était sa cible, de venir s'asseoir à côté de lui tous les matins. Donc voilà, il en profitait du coup pour coller ses cuisses à nos cuisses, pareil pour les bras parce que on était quand même très serrés dans ces canapés. Et donc voilà, c'était systématique avec d'autres jeunes femmes, mais pour le coup voilà, j'ai vécu. Et en fait, il prenait les stylos dans la poche de nos blouses ou de nos vêtements qu'on mettait pour la garde spécifique, parce que c'est un service dans lequel on ne pouvait pas être habillé en civil. Et donc en fait, à chaque fois, c'était une raison pour nous toucher le sein. Il m'a déjà touché les fesses. Ça faisait rire tout le monde tous les matins de savoir qu'elle allait être la proie du chef de service, qui allait être sa cible. Tout le monde trouvait ça abusé, mais finalement, ça faisait quand même beaucoup rire. Une infirmière avait fait une erreur pendant une opération qui a eu aucune conséquence sur le patient. Par la suite de cette erreur, le chirurgien a tanné l'infirmière pour se faire pardonner, elle lui montre ses seins. Le chirurgien la lâchait pas. Et puis à la fin de la journée, le chirurgien il lui a arraché sa blouse. Voilà, devant tout le monde. Et pareil, je m'en veux beaucoup de pas être intervenu à ce moment-là parce que sur le moment, déjà, il fallait prendre conscience de ce qui venait de se passer. À ce moment-là, moi, j'étais concentré sur les tâches que j'avais à faire. J'étais concentré sur le patient et du coup, c'est ce que j'ai priorisé sur le moment aussi. À l'époque, j'avais pas beaucoup confiance en moi, peur du regard des autres aussi. Ça fait aussi que j'ai rien osé dire. Elle aurait eu besoin de soutien et il aurait fallu dire stop à ce chirurgien, même si c'était effectivement un grand chirurgien reconnu partout. Il y a encore un côté patriarcal dans le système de santé contre lequel il faut lutter, et je le dis d'autant plus en étant un homme, en étant fier d'appartenir à une profession à prédominance féminine. Je m'appelle Marc Zaffran. Moi, la chose que je faisais le plus souvent, c'est que je sortais de la salle. Mais je mesurais 1m83, j'étais plus grand que tout le monde, j'avais une grande gueule, et j'étais un homme, donc ça passait. Et quand on me demandait pourquoi j'étais sorti, je disais que je n'étais pas d'accord avec la manière dont ça se passait. Et en général, les gens qui me posaient la question, après, n'avaient pas envie d'en discuter. Ils savaient bien qu'il y avait quelque chose de pas normal qui s'était passé. J'ai refusé, par exemple, de faire des examens gynécologiques sur des femmes endormies. J'ai dit non. On m'a proposé de le faire comme on le faisait pour tous les étudiants. Je dis mais pas du tout. Pourquoi est-ce que j'irais faire ça, une femme qui dort ? Donc, on peut refuser dans certaines situations. En 2016, j'étais infirmier, je venais d'être diplômé, et j'étais témoin de gestes déplacés, de violences sexistes et sexuelles envers d'autres jeunes collègues infirmières de la part de certains chirurgiens d'établissement. Ça allait de la main aux fesses, même de tentatives d'embrasser une de mes consoeurs. J'ai parlé à mes collègues en exprimant mon étonnement de ce genre de pratique. Et puis finalement, la réponse que j'ai eue de la part de ma cadre et à l'époque et de la direction des soins, c'était un infirmier, ça nous coûte 2000-2500 euros par mois. Un chirurgien, ça en rapporte 10 à 20 fois plus. J'étais en première année d'école d'infirmier, donc j'avais 18 ans, je découvrais la vie. Déjà, c'était pas simple pour moi de me prendre en pleine face pendant mes stages la difficulté de la vie, c'est-à-dire la maladie, la mort, la souffrance. Là, c'était un stage en psychiatrie. Il faut savoir que quand on est étudiant infirmier, on doit faire remplir un bilan en fait, et notre réussite de notre année scolaire dépend de ces bilans de stage. C'est vraiment dépendant de l'infirmier avec qui on travaille. S'il décide de pas cocher la bonne case ou de mettre un commentaire de merde, on pourra pas revenir dessus. Il y avait une infirmière, donc je sais pas quel âge je lui donnerais, peut-être 50 ans, quelque chose comme ça.
Du coup, donc moi j'ai été amené plusieurs fois à travailler avec cette infirmière. Bon, au début, elle faisait un peu des allusions assez fréquentes à la sexualité. Bon, moi je me disais bon bah allez comme ça, voilà, je laissais couler. Et puis c'est arrivé plusieurs fois pendant que je préparais des soins, par exemple, préparer des médicaments, des perfusions, des choses comme ça. Bah elle passe derrière moi et hop, tac, une main aux fesses quoi. Et puis un petit commentaire en plus, ah tiens, t'as les fesses bien fermes, machin, enfin vraiment, voilà quoi. Et moi, ben, je savais pas où me mettre quoi, clairement, parce que fallait que je bosse. J'étais souvent en train de faire des choses importantes, donc je pouvais pas m'arrêter comme ça. En plus de ça, ouais, moi, à cet âge-là, je savais pas comment réagir en fait. À la suite de ces moments-là, en plus, elle m'a mis un petit coup de pression quand même. C'est un matin, j'arrive, elle me dit, ah bah je suis allé voir le chef de service pour lui dire que t'avais baissé de régime un petit peu en ce moment sur le stage, mais bon, je pense que ça va aller. Et ça faisait vraiment un petit peu me rappeler qu'elle pouvait à tout moment me faire rater mon stage, quoi, si elle voulait, en gros. Même si c'était peut-être, entre guillemets, que des mains en fesses, moi, ça m'a choqué et ouais, j'étais vraiment mal, quoi. Après ça, comme j'avais déjà pas confiance en moi, ben, ça a pas arrangé les choses. Ouais, ça m'a quand même beaucoup perturbé. Le soir, ça lui arrivait, quand je faisais des gardes de nuit, de prendre sa douche et d'arriver dans la salle de soins avec juste une alaise autour de lui et il nous montrait son sexe. Je me suis retrouvée aussi plaquée contre un mur pour me faire plotter les seins. J'ai eu juste une répartie et je pense que ça m'a sauvée. C'est de dire, la tienne, elle est petite, je pense que ta femme, elle doit pas rire tous les jours. Bon, ça l'a vexée. Après, j'ai eu des petites représailles, mais j'ai assumé ce que j'avais dit et moi, ça m'a énormément soulagée. J'étais en première année d'école d'infirmière, en stage de gériatrie. Un aide-soignant est rentré dans la lingerie derrière moi et m'a plaqué contre un mur en me roulant une pelle sans me demander quoi que ce soit. J'ai juste pu le repousser. Ça a été dénoncé auprès de l'IFSI et donc ce terrain de stage a été supprimé. Je me souviens notamment, alors c'était dans le même service d'un interne quand moi j'étais externe. Pendant plusieurs années, j'ai subi vraiment ce qu'à l'époque on pouvait appeler de la drague lourde, mais en fait des insinuations sexuelles. J'avais le droit tous les matins à la question de savoir ce que je portais comme sous-vêtements, si j'avais un mec, ce qu'on avait fait ensemble la veille. Enfin voilà, il était excessivement intrusif dans mon intimité. Un soir où on était de garde ensemble, j'étais interne et il était senior. On s'est retrouvés de garde ensemble dans le même hôpital un peu isolé, dans lequel en fait il n'y avait pas de chambre de garde au sein de l'hôpital. C'était en plus excentré dans une petite maison à côté de l'hôpital, mais très isolée en fait, dans lequel il n'y avait que 3 ou 4 chambres de garde. Et en fait, quand il a appris qu'on était de garde ensemble, il m'a beaucoup appelé sur mon téléphone, il a fait beaucoup d'insinuations, et en fait, jusqu'à ce que je me rende compte que sa chambre de garde était collée à la mienne, en fait. Et en fait, j'ai le souvenir d'avoir passé une nuit calme, où j'avais pu regagner ma chambre, mais où j'avais pas pu dormir de la nuit, tellement j'étais terrifiée à l'idée qu'il puisse rentrer dans ma chambre. Je travaille dans un service qui accueille des patients juste pour la matinée ou l'après-midi, et le soir c'est un service qui ferme, qui est vide, et c'est l'aide-soignante qui est chargée de l'entretien de la salle le soir et de faire le ménage. Moi j'avais pris pour habitude en fait le soir de fermer le service à clé, de mettre mes écouteurs et de finir mon travail en musique. J'étais seule et c'était mon petit moment un peu de décompression après 12 heures d'interaction sociale. Et un soir, en fait, pendant que je faisais le ménage, je lavais le sol et donc je marchais à reculons dans la salle. Je me suis retrouvée avec le médecin derrière moi, ses mains posées sur mes hanches et son bas-ventre fermement collé à mes fesses. J'ai eu un sursaut, je me suis retournée et en fait je me suis retrouvée face à lui qui était hilar, clairement content de son comportement, et en fait j'ai pas réagi, je suis restée complètement figée et c'est passé très vite. Il est reparti dans son bureau,
Et moi, après, c'est un peu flou. Je me souviens avoir vite terminé mon travail, être partie. Je sais que j'ai pas dormi de la nuit puisque je me suis retourné un peu la scène dans la tête. Et un jour, en fait, on s'est décidé avec des collègues aussi d'autres services qui se plaignaient de son comportement. On s'est décidé à en parler et rien n'a été fait. Rien n'a bougé. Il est resté en poste encore des années après. Il est resté en poste jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. À la suite de ça, la direction a affiché des jolies pancartes plastifiées avec les textes de loi pour parler du harcèlement moral et sexuel au sein des hôpitaux. Clairement, c'est du vent parce que quand on témoigne, rien n'est fait. Et c'est ça le plus dur, c'est de savoir qu'on sera peut-être écouté, mais que derrière, rien ne va bouger. Et ça, c'est dur, quoi. Je travaillais en chirurgie. La nuit, l'équipe de soins est extrêmement réduite. C'est-à-dire qu'il y a juste une infirmière et une aide-soignante pour les 2 ailes. Et c'est tout. Cette nuit-là, je suis allée répondre à une sonnette dans l'aile numéro 2. Ma collègue était occupée avec un autre patient dans l'aile numéro 1. Donc j'étais seule. J'ai fait les soins, etc. Puis je suis allée dans le bureau infirmier pour y faire mes transmissions. Je pensais être seule dans le service. Je n'entendais aucun bruit. Il n'y avait que le bruit des touches du clavier sur lequel je rédigeais. Et d'un seul coup, l'interne de chirurgie a surgi dans le bureau infirmier. Je lui dis que je ne l'ai pas entendu arriver. Il me dit que c'est normal. Il a fait attention à ne faire aucun bruit. Puis il s'appuie sur le mur, debout face à moi, et me dit... Au fait, tu sais s'il y a des capotes aux urgences ? À ce moment-là, je me dis qu'il s'adresse à la professionnelle. J'adopte donc une posture professionnelle, puis je comprends en mon fort intérieur que c'est sûrement pas pour un patient. Donc je réponds que non, il y a sûrement pas de préservatif aux urgences. Il insiste en me disant « Mais si, je suis sûre qu'il y a des capotes aux urgences, tu veux pas y aller pour leur demander ?» Là, je comprends que ça commence à devenir dangereux. D'ailleurs, le type s'approche de moi avec un sourire atroce. Il en profite pour fermer la porte du bureau infirmier. Je m'appelle Héloïse, j'ai été victime d'un viol par un de mes collègues de travail. Je sais simplement que j'ai pas du tout réagi. J'ai pas appelé ma collègue, j'ai pas crié. À l'époque où je travaillais dans un service d'urgence psychiatrique. Je fais tous les efforts possibles pour remettre en ordre ce qui se passe à ce moment-là. Pendant la quinzaine d'années qui suit, du flou, du noir, pas de souvenirs. J'ai juste des bribes d'angoisse, des cauchemars beaucoup. Puis je le vois qui se rhabille, qui s'en va. Je ne sais pas comment ça s'est arrêté. Pendant 15 ans, les cauchemars que je faisais, j'étais allongée sur un canapé, des masses sombres me tombaient dessus. J'essayais de crier et je n'y arrivais pas. Moi, pas vraiment habillée non plus, qui me rhabille. Ça, c'était très révélateur, puisque mon agresseur s'est glissé derrière moi sur le canapé sur lequel j'étais endormie pour m'agresser. Et la situation réelle qui était que je n'arrivais pas à en parler. Et petit à petit, des flashbacks sont revenus. C'était un peu collant partout, c'était avec une odeur puante, enfin bref. Voilà. Le lendemain, je demande un rendez-vous avec la cadre du service. J'attendais une aide de cette femme. Tu parles ? La cadre m'a répondu « Il faudra faire en sorte de ne plus vous retrouver seule avec lui. » Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé et par ailleurs docteur en pharmacie. J'ai raconté déjà des bizutages odieux, mais des choses beaucoup plus graves... Je suis dans l'incapacité de les dire. Je ne peux pas. Je n'ai pas ce courage. Rien que d'y penser, ça me serre la gorge. Et pourtant, ce sont des faits qui se sont passés il y a 60 ans. Mais c'est une sensation physique là, que je ressens. J'ai une sorte de chaleur dans le cou. À évoquer cette violence ultime subie. Je peux
pas aller au-delà. Le mouvement MeToo touche le milieu hospitalier, c'est ce que révèle Paris Match. Parmi les médecins accusés de propos sexistes, mains baladeuses et même agressions sexuelles, le médiatique Patrick Pelloux. La professeure Karine Lacombe témoigne contre lui. Elle est l'invitée ce soir de Célébdo. Vous avez publié « Les femmes sauveront l'hôpital » chez Stock en octobre dernier, où vous dénonciez le regard concupissant et les mains baladeuses d'un des médecins seniors. Ce médecin, c'était Patrick Pelloux. Je suis sidéré, communiqué en effet signé Patrick Pelloux, qui publie sur son compte Instagram à J+4 des accusations de sa consoeur Karine Lacombe. Lui, il parle de rumeurs relayées dans un article de Paris Match qu'il dit là encore contester avec force. C'est de la diffamation, prévient-il. Notamment un jour, une interne est de dos. Il la saisit par le cou et frotte son bas-ventre contre elle. Il dit « te mets pas comme ça, c'est trop tentant, putain ce qui fait chaud ». Ce que vous décrivez à ce moment-là, c'est une agression sexuelle devant tout le monde. Des comportements réguliers et connus dans l'hôpital Saint-Antoine où il a travaillé, toujours d'après la professeure Karine Lacombe. À Paris Match, il réfute toutes les accusations portées par sa consoeur et la menace d'un procès. À cette époque, on n'avait pas le même rapport au sexe, et puis c'était pour rigoler. Avec MeToo, on ne peut plus rien faire. On rigolait bien, ces mots-là provoquent la réaction outrée de Karine Lacombe, qui s'amusait bien, certainement pas les jeunes femmes, voilà ce qu'elle dit. L'affaire Lacombe-Pelloux est une affaire Roselyne Bachelot. Extrêmement significative. C'est une affaire qui se situe à l'hôpital, dans un monde particulièrement violent, car on retrouve finalement dans toutes ces accusations, ces crimes, ces délits, d'abord un monde où s'exercent des rapports de pouvoir extrêmement forts. L'histoire des violences sexistes et sexuelles, c'est une histoire de domination des hommes sur les femmes. Donc on retrouve des milieux où les hommes ont régné en maître pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires, et les mouvements d'égalité entre les hommes et les femmes leur paraissent comme susceptibles de les priver des privilèges qui ont été les leurs jusqu'alors. Les premiers médecins ont d'abord été des chirurgiens, c'était des hommes. Karine Lacombe. La médecine a longtemps été interdite aux femmes. La possibilité pour une femme d'exercer la médecine est très récente. Donc, il y a cette histoire ancienne d'une domination masculine dans le milieu médical. Cette supériorité masculine à l'hôpital, extrêmement ancienne et continue, je pense, de structurer l'inconscient collectif. Et j'ai fait mon internat à Paris. Et ce qui m'a beaucoup frappée, à chaque fois que je suis allée dans divers services, c'était les rapports hiérarchiques, souvent très pesants. Et là où ça a atteint son paroxysme, c'est quand j'ai été interne faisant des gardes aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine, où je me suis retrouvée dans un service qui était chapeauté par un praticien hospitalier qui exerçait une espèce de toute-puissance sur le personnel médical, en particulier les externes, les internes, mais également sur le personnel paramédical, les aides-soignants et les infirmières. C'était pas le chef de service, c'est ça qui était assez frappant, mais en fait, il avait une telle aura, une telle emprise sur le service que beaucoup de personnes à l'extérieur de l'hôpital pensaient que c'était le chef de service. En 2008, Chantal de Saint-Gly, qui est directrice de l'hôpital Saint-Antoine, me fait savoir qu'elle a de grandes difficultés de management, parce que au moment de l'universitarisation des services d'urgence, Patrick Pelloux, qui était donc urgentiste dans le service, n'avait pas les qualifications universitaires requises pour prendre la chefferie de service. Tout ça a suscité, je l'ai su, beaucoup d'animosité et beaucoup de révolte chez Patrick Pelloux, qui pensait que cette chefferie de service aurait dû lui revenir. Et à la première réunion du service, les aides-soignantes surtout disent que nous ne voulons plus que M. Pelloux exerce ce management extrêmement violent et traumatisant qu'il exerce sur nous. Il n'y a à ce moment-là aucune dénonciation de violence sexuelle.
On avait affaire à une personne donc qui était responsable des urgences et qui avait une espèce de double personnalité. D'un côté, une aura médiatique extrêmement importante, quelqu'un qui parlait très bien, qui se disait le lanceur d'alerte justement sur ce problème de canicule, puisque ça a été le premier à signaler aux autorités de santé qu'il y avait un nombre de décès particulièrement important. Et puis de l'autre côté, une personne qui exerçait sa toute-puissance sur les plus jeunes, sur ceux qui étaient en position hiérarchique moins élevée, avec en particulier une attitude envers les jeunes femmes qui était absolument inappropriée, de la drague, de la provocation, et puis comme on répondit ni à la drague ni à la provocation, au final du rejet, du mépris et de l'humiliation. J'ai d'ailleurs personnellement toujours refusé de décrire un certain nombre de choses dont j'ai souffert, des choses extrêmement violentes, que j'acceptais parce qu'elles me paraissaient consubstantielles aux exercices que je faisais. Et maintenant, je me rends compte que tout ça n'était pas normal. Les victimes sont littéralement anesthésiées. Elles se taisent parce qu'elles ont peur et elles se taisent parce qu'elles ont honte. Et vraiment, j'en ai gardé un malaise pendant des années et des années. Et donc, je me suis interrogée, je me suis dit, mais pourquoi quand je repense à mes études de médecine, c'est l'une des premières choses qui me vient à l'esprit. Et puis, avec le mouvement MeToo qui est passé par là, et puis tout ce travail sur la notion de consentement, c'est évident que c'était absolument anormal et que la répétition de ce type d'acte, sans que l'on soit d'accord et qu'en plus on en éprouvait de la gêne, relève vraiment du harcèlement sexuel. À ce moment-là, en 2008, Chantal de Saint-Gly, qui est directrice de l'hôpital Saint-Antoine, fait appel à moi en disant l'ambiance est épouvantable, les aides-soignantes voudraient que Patrick Pelloux quitte le service, Pelloux est dans un état très, très difficile, il menace de se suicider, et le service est évidemment dans un climat qui ne permet pas un fonctionnement correct. Quand il y a un dysfonctionnement grave, c'est mon travail de ministre de la Santé. Surtout quand on fait appel à moi pour aider. Et je vais donc demander au patron du SAMU s'il est possible de prendre Patrick Pelloux au SAMU de Paris. Patrick Pelloux, quand il raconte l'histoire aujourd'hui, je trouve curieux qu'il dise qu'il a été évacué avec les sacs poubelles. Véritablement, être exfiltré vers le SAMU de Paris me paraît pas être exfiltré vers un dépotoir. Patrick Pelloux va se trouver au SAMU de Paris. J'indique au patron du SAMU de peut-être pas le mettre en contact avec des fonctions de management pour éviter que se reproduise ce qui s'est produit à Saint-Antoine. Ce qui va être fait d'ailleurs. Et tant mieux parce que Patrick Pelloux gère surtout une carrière médiatique qui l'amène à partir de son poste pour aller sur tel plateau de télévision. La télé rend fou, on le sait. C'est ce qui se passe. On pourrait peut-être le penser, que la levée d'inhibition et les phénomènes de notoriété dont je parlais tout à l'heure vous rendent, vous le pensez, inatteignable et invincible. En tout cas, pendant plusieurs années, il n'y a pas vraiment d'accusation de violence sexuelle. C'est petit à petit que des glouglous, des glougloutis vont arriver à mes oreilles. Oh, Pelloux, nana. Mais ça reste au niveau de radio-trottoir et de radio-moquette. Personne ne dénonce personne, personne ne dit quoi que ce soit. Je m'appelle Anne Jouan, je suis journaliste. Le journalisme fonctionne souvent comme un puzzle. Vous mettez les pièces sur la table et petit à petit vous commencez à avoir une image et puis si vous allez encore plus loin, vous avez au fur et à mesure parfois toutes les pièces du puzzle. Et là, avec le livre de Karine Lacombe, dans lequel elle ne mentionne jamais Patrick Pelloux, c'était au lecteur en fait de mettre les pièces du puzzle les unes à côté des autres. Et moi j'ai pu le faire parce que en 2018, après le papier sur Nicolas Hulot, j'avais appris qu'il y avait des accusations de violence sexuelle concernant Patrick Pelloux. À un moment, j'appelle Karine Lacombe pour lui faire dire que c'est bien de lui dont il s'agit dans son chapitre.
Au départ, elle est un peu réticente. Elle finit par accepter de publiquement, pour la première fois, dire que c'est bien de Patrick Pelloux dont il s'agit dans son livre. L'épisode qui m'a fait dire qu'il fallait commencer à parler, Karine Lacombe. C'était en novembre 2017 où il y a eu une table ronde sur les violences faites aux femmes. Et la première personne qui s'est exprimée, parce que c'était cette personne qui faisait la conférence d'ouverture, c'était Patrick Pelloux, sur le thème de la violence faite aux femmes. Dans l'assemblée, il y avait beaucoup de femmes, et beaucoup de femmes se sont mises à tousser parce qu'elles ont compris que la personne participait aussi à ces violences faites aux femmes. Je vais maintenant passer la parole à Patrick Pelloux. Vous êtes médecin urgentiste. On aimerait que vous puissiez, si vous en êtes d'accord, nous parler du rôle crucial joué par les professionnels de santé dans le dépistage et dans la prise en charge des violences sexistes et sexuelles. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, chers amis, les 695 services d'urgence, les 100 SAMU, les 110 services d'incendie et de secours, les commissariats de police, les gendarmeries reçoivent toutes les détresses. C'est la journée des droits des femmes, c'est la journée du 8 mars. Roselyne Bachelot. Les filles qui sont là sont absolument indignées. Peut-être d'ailleurs qu'un peu plus tard, on aurait fait ce qu'a fait Adèle Haenel. On se lève et on se casse. Et là, j'ai commencé à m'exprimer sur le sujet, à dire, il y a quand même une certaine indécence à porter une cause, alors qu'en fait, on a participé à ces violences. Décider à un moment de parler concernant ce qui a été longtemps... Anne Jouan, journaliste. Caché, c'est déjà pas facile. Ensuite, dans le cas de Karine Lacombe face à Patrick Pelloux, il s'agit d'une personnalité extrêmement médiatique qui a son rond de serviette sur tous les plateaux de télévision et à la radio. Les canicules se sont rapprochées, puis là en fait on est sur une courbe exponentielle. Par rapport à 2003, on a fermé plus de 100 000 lits d'hospitalisation. Mais qu'est-ce qu'ils foutent de la Direction Générale de la Santé? Ils se moquent de qui? Le problème il est bien réel. Alors je n'assistais pas puisque je n'étais pas ministre à l'époque. Roselyne Bachelot. Je travaillais à ce moment-là dans une chaîne d'infos qui s'appelle LCI. Je disais au programmateur, mais arrêtez d'inviter Pelloux. Arrêtez. C'est pas quelqu'un de convenable. Ah, mais on me disait, 1, on peut le réveiller à toute heure du jour et de la nuit. 2, il n'a pas peur sur un plateau. Et troisièmement, il dit du mal du gouvernement. C'est les 3 choses qu'une chaîne d'infos attend de quelqu'un. Et puis, quelque chose qui est arrivé, c'est évidemment l'histoire de Charlie Hebdo. Il tenait une chronique dans Charlie Hebdo. Il a été un des premiers à arriver sur les lieux du massacre. Mais ces événements ont joué un rôle de protection incroyable, ont sacralisé. Patrick Pelloux, c'est l'ami des politiques. Il téléphone à François Hollande tout de suite en sortant de la salle de rédaction décimée le 7 janvier 2015. Donc elle est face à quelqu'un qui coche toutes les cases de l'impunité médiatique, people, politique. Donc c'est compliqué quand vous êtes toute seule en face, aussi légitime qu'elle peut être, de s'attaquer à une personnalité comme celle-ci. C'est toujours compliqué. Karine Lacombe dit elle-même qu'elle est soumise à des pressions incroyables. Il y a des gens qui sont venus la trouver en lui disant « Non, mais il ne faut pas mettre Patrick Pelloux, peu importe ce qu'il a fait, tu comprends, il défend l'hôpital ». Et il y a des gens, mais des femmes qui sont allées trouver, c'est elle qui le dit, je ne travestis pas ses paroles, qui sont allées lui dire, écoute, on a besoin de gens comme lui. Enfin, moi, ça me dévaste. Parce que s'il y a aussi des difficultés de recrutement à l'hôpital, s'il y a des infirmières qui partent lors du premier semestre de leur formation, c'est aussi qu'elles se sentent dans un milieu hostile. Probablement que si la personne n'avait pas été connue, si moi-même... Karine Lacombe. Je n'avais pas une certaine reconnaissance médiatique, l'histoire n'aurait eu aucune portée. En fait, des histoires de ce type-là, il y en a des dizaines. Parce que je me suis rendu compte que même si le mouvement MeToo en 2017 est passé par là, mais en 2024, de jeunes médecins, externes, internes, continuaient de subir exactement les mêmes propos, voire les mêmes gestes que ceux auxquels j'étais confrontée il
y a 20-25 ans. Et je me suis dit que finalement, si on ne dénonçait pas publiquement ces faits-là, eh bien, il n'y avait pas de prise de conscience collective de la part de la société de l'importance de dire maintenant que ça suffisait. Karine Lacombe prend la parole et parle de Patrick Pelloux, parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est pas Patrick Pelloux lui-même, mais c'est Anne Jouan. Le sexisme à l'hôpital dans son ensemble. Une fois qu'elle est PUPH, quand elle a plus de 50 ans, et on comprend bien comment c'est difficile pour une femme de raconter tout ce qu'elle dit, et combien pour une interne ou une externe ça aurait été extrêmement compliqué. Je pense qu'elle se dit que c'est à nous de parler pour toutes celles qui ne le peuvent pas. Et je pense que c'est ça qu'elle a en tête, Karine Lacombe, quand elle décide de donner le nom de Patrick Pelloux. Parler pour toutes celles qui ne peuvent pas, celles qui ont 20 ou 30 ans de moins qu'elle. J'ai en tête une jeune femme assistante qui a été harcelée pendant des mois et des mois par un praticien hospitalier, brillant, enfin considéré comme brillant sur le plan scientifique, qui avait déjà eu ces attitudes de harcèlement, mais qui a tout le temps été protégé parce que justement, sur le plan scientifique, il était brillant et que le chef de service à l'époque considérait que c'était plus important que le bien-être des femmes qui pouvaient passer dans le service. Et ce chef de service a voulu faire nommer sur le plan universitaire ce praticien hospitalier, mais fort heureusement, il a été porté à la connaissance de l'université ses déviances, et l'université a barré la promotion universitaire de ce praticien hospitalier. J'ai trouvé que ça avait été un geste très fort de l'université, et pourtant, il y a une espèce de comité de soutien qui a été constitué, en particulier l'initiative du chef de service, pour que ce praticien hospitalier, si brillant sur le plan scientifique, puisse malgré tout être nommé sur le plan universitaire. Là, les personnes qui ont subi ce harcèlement moral et sexuel de la part de ce médecin ont vraiment eu le sentiment que leur traumatisme n'était pas pris en considération. Et la reconstruction dans ce contexte-là est extrêmement compliquée. Parce qu'on se dit, finalement, tout ça pourquoi ? On n'en finira pas comme on éteint la lumière dans une pièce. On en finira en mettant d'abord à la tête de l'agenda la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Aucun prétexte ne doit passer avant l'intégrité d'un comportement moral. Notre bataille, nous, elle doit se situer là. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ça doit être en tête de l'agenda, et il ne faut pas le voir comme un élément perturbateur du fonctionnement de l'hôpital, mais au contraire comme un élément facilitateur du fonctionnement de l'hôpital, comme de toute structure humaine d'ailleurs. Je m'appelle Pauline Mézani, je suis directrice de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc je suis une directrice d'hôpital depuis un peu plus de 25 ans maintenant. Je pense que l'institution hospitalière, les directions ont très certainement mis du temps en fait à s'emparer de ces sujets-là, à réagir dans ces problématiques-là. En particulier, je pense que dans les directions, on se disait souvent c'est la culture carabine, c'est comme ça. J'écris des romans et des livres sous le pseudonyme de Martin Vinclair. J'ai été médecin généraliste entre le début des années 80 et 2008 en France, dans la Sarthe, à l'hôpital et à la campagne. Quand j'ai fait mes études de médecine, j'ai tout de suite vu que l'esprit carabin, c'était du bullying. Tout simplement parce que c'est fondé sur le rapport de force, sur l'humiliation. Ce qu'on dit, viens, on va s'amuser. Non, si pour t'amuser, tu fais déshabiller les gens, c'est de l'humiliation. C'est du bullying, c'est pas de l'humour. L'esprit carabin, c'est de l'abus de pouvoir. L'esprit carabin, c'est une manière de dire « moi, je suis un cador et toi, t'es rien ». Je ne crois pas que les médecins aient un rapport au corps que le commun des mortels ne peut pas comprendre. Ça, c'est un truc franco-français, parce que le rapport au corps, le rapport à la mort, le rapport à la maladie, il existe dans toutes les professions médicales du monde. Et les Français sont les seuls, par exemple, qui font des fresques dans leurs internats, qui font des bizutages officiels. C'est normal qu'on s'amuse quand on est étudiant en médecine, c'est difficile d'être étudiant en médecine.
Ah oui, mais ça n'existe qu'en France. Si vous allez dans d'autres pays, les gens vous regardent avec des grands yeux en disant « Mais comment est-ce qu'ils sont autorisés à faire ça ? Comment est-ce qu'on peut imaginer des étudiants en médecine qui se comportent de manière aussi méprisante et aussi supérieure ? Comment peut-on penser qu'ils vont être respectueux avec les gens qui vont soigner ? Ce qu'il y a de particulier en France, c'est cette idée que les étudiants en médecine et les médecins, faisant partie d'un milieu fermé, ils ont l'impression que finalement, ils sont en dehors des lois et qu'ils ont une morale à eux. Et que leurs valeurs morales peuvent s'imposer aux autres. Mais en France, un professeur d'université, patron de service hospitalier, est accusé de violence sexuelle et il continue à exercer. C'est inadmissible. C'est véritablement quelque chose qui est culturel et intrinsèque à la France. La personne d'autorité ne peut pas être remise en cause, y compris, et encore plus quand c'est de la violence sexuelle, parce que de toute façon, les femmes ne sont pas crédibles. La parole d'une femme n'a aucun poids face à la parole d'un homme qui est en position d'autorité. Ça, c'est très français. C'est démesuré en France par rapport à d'autres pays développés à peu près similaires. Je ne suis pas surprise que des victimes disent que l'institution a été Pauline Mézani, directrice d'hôpital. Silencieuse et impuissante à traiter. Je suis absolument pas surprise parce qu'effectivement, on s'en saisissait pas. Il y avait une culture un peu de l'entre-soi. Enfin, il y avait un laisser-faire assez évident. Et donc, je suis pas surprise. Christelle Mazal, je suis avocate au barreau de Paris et au barreau de Marseille. J'interviens dans la défense des agents publics, dans leur litige avec leur employeur, l'hôpital public, les collectivités territoriales ou la fonction publique d'État dite régalienne. Alors, il y a autre chose qui est assez intéressant à observer à l'hôpital. Alors, historiquement, ils étaient très en dehors de la cité pour protéger en quarantaine, en fait, des éventuelles épidémies, etc. Donc, c'est aussi des institutions qui étaient dirigées par des militaires, par des ordres religieux. Donc, il y a toute une histoire, en fait, dans l'hôpital, je pense, qui explique une forme de notion de famille, entre guillemets. Ça crée un enfermement, une forme de huis clos, qui fait que l'hôpital a l'habitude de s'autogérer en interne, avec y compris ses crises internes. Quand le système dysfonctionne et qu'il y a une personne qui a décidé de signaler un dysfonctionnement, soit sa propre histoire en fait, soit d'être témoin de faits et de signaler pour quelqu'un d'autre, alors c'est plus rare. Là, d'un coup, on sort de la famille, entre guillemets. On sort du huis clos, donc c'est vécu souvent par le système comme une trahison. Souvent, le système excommunie un petit peu la victime qui est ostracisée. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a un système de clan aussi, qui va fermer les portes d'une carrière, par exemple chirurgie cardiaque. À partir du moment où vous êtes blacklisté, plus aucun cardiologue en ville va vous envoyer de patients. Donc vous avez une patientèle qui s'amenuise comme peau de chagrin. On salit votre réputation de professionnel. Quand vous essayez de muter ailleurs, vous êtes présenté comme quelqu'un de problématique, de quérulent. Donc il y a un vrai isolement. Cette violence-là, c'est un peu le deuxième trauma, c'est-à-dire que non seulement il y a les faits que vous dénoncez et que vous vivez, mais ensuite il y a ce collectif qui se referme contre vous. Vous êtes dans une situation où on vous enlève ce qui est quasiment l'intégralité de votre identité professionnelle et même personnelle. Donc il y a une violence éthique. Vous vous retrouvez sans identité, déshumanisé totalement. Donc ça, le système y participe largement parce que son réflexe premier, c'est la protection de l'image, la protection de l'institution, c'est-à-dire le rejet immédiat. C'est en train de changer, ça a déjà changé. Pauline Mézani. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire localement au sein de nos institutions hospitalières pour encourager le signalement, mettre en place des systèmes d'écoute, de remontée de ces signaux et bien sûr de traitement, parce que écouter la parole de victime, ça n'a pas de sens si après on n'est pas en capacité de faire une enquête, de sanctionner le cas échéant et de faire en sorte que les mentalités évoluent et qu'il y ait une vraie politique de zéro tolérance. Si ça ne change pas, ça ne sert à rien évidemment. Alors la première chose, ça va être bien sûr de s'exprimer. D'oser s'exprimer sur des violences sexuelles et sexistes subies. Donc pour ça, déjà, il faut commencer par livrer cette parole au bon endroit. Et là, on a pas mal de portes d'entrée finalement. Donc ça peut être le supérieur hiérarchique, ça peut être le service de santé au travail, ça peut être la commission des internes, ça peut être la commission de la vie hospitalière, de la commission médicale d'établissement, ça peut être la DRH, la direction de manière générale.
Ensuite, ce qui est important, c'est, je pense, pour encourager ce signalement et l'expression, c'est de garantir l'anonymat, garantir la confidentialité de l'entretien dans un premier temps, rassurer aussi la personne sur le fait qu'il va y avoir enquête, qu'il va y avoir sanction, le cas échéant, et qu'en tout cas, la situation va être regardée de près et prise en charge. Ce qu'on fait, nous, côté direction, c'est que quand on est saisi d'une situation comme ça, on indique les droits. Qu'on soit étudiant ou professionnel, on a des droits et on peut être accompagné pour un dépôt de plainte, le cas échéant. Ça, c'est des choses que l'on organise institutionnellement. Si on sent qu'il y a un besoin, on peut aussi proposer l'appui d'un psychologue du travail ou en tout cas un accompagnement sur cet aspect-là, parce qu'on sait bien que signaler une violence sexuelle et sexiste, ça va être douloureux. Ça va être douloureux pour la personne. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on prend en charge. Ensuite, il y a le temps de l'enquête administrative. Donc là, c'est un recueil de témoignages. On essaye de faire la lumière en fait sur la situation. Ça peut être facile ou pas. Et puis après, collégialement, on réfléchit aux suites à donner. Ça peut être une sanction disciplinaire, ça peut être un changement d'affectation, ça peut être une suspension. Et puis la dernière étape, je pense que c'est aussi de communiquer. Combien de situations comme ça on a eu à gérer dans l'année, que les personnes qui font peser des violences sexuelles et sexistes sur d'autres, sur des collègues, sur des étudiants, se disent que voilà, c'est fini, ce temps est fini et que maintenant la politique c'est zéro tolérance. Donc ça c'est aussi important pour faire évoluer la culture, de faire savoir en fait que c'est traité et sanctionné le cas échéant. Je pense que la meilleure façon de protéger les personnes qui dénoncent Karine Lacombe. Ce type de fait, c'est d'aller vite dans l'action et dans la réaction. Souvent, quand on dénonce, ça met d'abord des jours à être entendu, et puis ensuite il y a des enquêtes qui sont lancées, qui peuvent prendre des semaines, et ensuite la décision de sanction, de pas sanction, va aussi, elle, prendre des semaines, et au bout de plusieurs mois, on n'est pas sûr d'être arrivé à un résultat. Et très souvent, les personnes victimes vont s'extraire rapidement du milieu hostile, soit par des arrêts maladie, soit en cherchant un boulot ailleurs. Et au final, le problème n'est pas résolu. Donc je crois qu'il est vraiment fondamental d'aller vite et de prendre très rapidement les actions qui s'imposent. Coraline Ingré, je suis professeure de psychiatrie et je suis vice-présidente de l'association Donner des ailes à la santé. C'est une association de loi 1901 qui a été créée en juillet 2020. Et en fait, notre ambition est de faire progresser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le milieu de la santé, en luttant contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la santé, en particulier à l'hôpital, et en favorisant la promotion des femmes aux postes à responsabilité. C'est dur de parler dans le cadre de violences sexistes et sexuelles, car on a des obstacles émotionnels. C'est-à-dire que quand on a été victime de ce type de VSS, il y a très souvent de la peur, de la honte, de la culpabilité qui sont des obstacles à dénoncer. Mais en plus, on va, dans le milieu de la santé, avoir une telle banalisation, minimisation de ces comportements de violence sexistes et sexuelles que parfois les victimes elles-mêmes doutent, mais est-ce que c'était normal ? Est-ce que c'est normal que je me sente blessée par ces remarques, par ces comportements, par ces gestes ? Donc ça, quand on n'est pas sûr d'avoir été victime, alors que c'est évident, si on prend un point de vue extérieur, on ne peut ne pas parler, mais aussi par la peur des conséquences sur sa carrière. L'hôpital reste un milieu extrêmement fermé, un petit monde avec une surreprésentation des hommes au poste à responsabilité. Et donc très souvent, il y a une peur pour sa carrière et il faut le reconnaître, des personnes qui ont pu parler, qui ont pu dénoncer, ont très souvent eu des conséquences sur leur carrière, ont très souvent dû être déplacées, ce qui pose un vrai problème. Et puis, le sentiment parfois de l'impunité pour les auteurs. Beaucoup d'auteurs n'ont pas été condamnés de la manière dont ils auraient dû. Comment on peut demander une levée de l'omerta et une levée du silence si derrière les auteurs ne sont pas sanctionnés? Ce n'est pas possible. Pour en finir effectivement avec l'impunité, on est vraiment sur l'ordre des sanctions. Nous
plaidons pour qu'il y ait en face du violentomètre. Un violentomètre, c'est quoi? C'est un gradient entre un agissement sexiste et puis une agression sexuelle et un viol. Et bien qu'en face de ce gradient, il existe des sanctions disciplinaires et des sanctions ordinales qui soient publiées et à la portée de tous. Pour une victime, parler et ne pas avoir son auteur condamné, c'est vraiment la triple peine. Elle a vécu une agression. Derrière, c'est extrêmement douloureux de réussir à en parler, et si elle a le courage de réussir d'en parler, mais que derrière la dénonciation n'est pas suivie de sanctions, elle est de nouveau stigmatisée, on peut la considérer comme la mijaurée qui a osé parler, et on se retrouve dans une situation de triple peine. L'une des principales armes des harceleurs et des personnes qui brutalisent, Martin Winkler, écrivain, c'est qu'ils ont l'impression, premièrement, qu'ils sont impunis, et deuxièmement, qu'on ne les voit pas faire, et que troisièmement, finalement, qui ne dit mot consent, c'est-à-dire la personne qui ne manifeste pas son opposition est d'accord. Si on peut, il faut manifester son désaccord en étant du côté de la personne qui a été maltraitée. Alors, il m'arrive très souvent que des personnes qui sont des étudiantes, ou tout simplement des personnes qui sont dans le milieu médical, assistent à des violences sexuelles ou autres, et ne savent pas quoi faire. Et je leur réponds, tu peux ne pas intervenir parce que tu ne peux pas intervenir, mais si tu peux intervenir et que tu te tais, tu es complice des violences qui sont faites. Si on n'ouvre pas sa gueule pour dire non, ce que tu fais n'est pas bien et je ne suis pas d'accord, quand on est face à quelqu'un qui est maltraitant et dont on est l'égal, ou même dont on est le supérieur, si on ne s'oppose pas à cette maltraitance, on est complice. Donc par exemple, quand les médecins de l'ordre des médecins ne condamnent pas un médecin qui est poursuivi pour des violences sexuelles, objectivement, ils sont complices. Et ils sont complices parce que dans leur esprit, il faut absolument qu'ils soient solidaires de l'autre médecin, parce que c'est la solidarité de groupe qui le veut. Mais la solidarité de groupe, si elle se fait aux dépens des personnes qu'on est censé soigner, c'est plus de la solidarité de groupe, c'est un comportement mafieux. Ça veut dire que mon groupe est plus important que les personnes que mon groupe maltraite. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Et ça devrait être très clairement dit, en particulier aux jeunes étudiants en médecine, de façon à pouvoir contrer les discours qui consistent à dire « Ouais, non, mais tu fais partie de notre groupe, donc tu dois obéir au comportement de groupe. » Évidemment, c'est pas toujours possible de s'opposer à la violence. Pourquoi ? Parce que soi-même, on risque de se mettre en danger. Il n'y a pas d'obligation morale à se mettre en danger. Une chose qu'on peut faire, c'est noter, c'est documenter. C'est garder une trace écrite de ce qui s'est passé. Ou oral, maintenant, on peut enregistrer sur son téléphone. C'est très important de garder des traces. Parce que, de la même manière que les personnes qui sont maltraitées ou violentées dans leur enfance qui peuvent rien dire, plus tard, on peut raconter. Et raconter plus tard, c'est pas rien. Ça peut servir aux autres qui sont en train d'être maltraités. Si quelqu'un a été maltraité, qu'on s'en est pas rendu compte ou qu'on n'a rien pu faire, on peut aussi, après, la soutenir, l'écouter, la croire, lui dire « je ne suis pas d'accord avec ce qu'on t'a fait, je ne savais pas comment intervenir, mais je ne suis pas d'accord, et je suis de ton côté. » C'est pas rien. C'est pas rien de dire « je suis pas intervenu, mais j'aurais dû intervenir. » Je me souviens d'une interview des Berruriers Noirs quand j'étais au Figaro. Anne Jouan. Je me souviens qu'on fait l'interview, c'était assez amusant. Et à la fin, ils m'ont dit un truc qui m'a beaucoup marqué, alors que ça fait quand même pas mal d'années. Ils m'avaient dit tu es le grain de sable dans le moteur. Je m'étais dit que c'était rigolo parce que pour moi, c'est ça la définition du journalisme, en fait, c'est être le grain de sable dans le moteur. Le tout petit grain de sable qui fait que le moteur va s'enrayer et ce qui était prévu pour durer, ce qui était prévu pour marcher tel qu'on l'avait pensé, conçu, finalement ça va pas marcher comme ça. Cette notion de grain de sable, c'est pas uniquement valable dans le journalisme, mais c'est valable dans la vie en général. Je pense que les étudiants en médecine ou les étudiants en santé devraient être le grain de sable du système. Et c'est bien les grains de sable parce que si on en met beaucoup, au bout d'un moment ça fait une plage. C'est chouette la plage.
Le Serment d'Augusta est un podcast de Binge Audio, un hors-série Programme B en partenariat avec la Faculté de médecine Sorbonne Université et la Fondation APHP, écrit par Olympe de G et Emmanuel Flamand-Rose, avec la participation de Rosen Le Saint. Cet épisode a été réalisé par Paul Berthiaud et produit par Lorraine Bess. En supervision, David Carzon, directeur de la rédaction de Binge Audio.